Bienvenue dans une autre édition du débat économique sur Canal 2 Info, la chaîne bleue. Aujourd'hui, le sujet de notre débat est purement économique comme d'habitude. C'est le problème, si ça en est un, Rio Tinto qui se retire de Alucam. Pourquoi? Est-ce que c'est le résultat de la crise ou la réforme économique en Chine, ou bien c'est parce que les prix des matières premières dans le monde est en chute libre, ou aussi est-ce que c'est parce que Rio Tinto a eu des problèmes avec le gouvernement camerounais? Voilà autant de questions que nous allons pour essayer d'avoir des réponses aujourd'hui. Et voici ceux qui ont accepté de participer à notre émission aujourd'hui. Je vais commencer à ma droite avec celui que vous connaissez très bien. Il est habitué de nos plateaux et très bon aussi dans des enquêtes. Il se nomme Prince Aristide Ngekam. Quoique nous ne sommes pas dans une monarchie, mais dans une république. Je ne sais pas pourquoi il est un prince. Est-ce que vous êtes un prince? Ben écoutez, Will Smith, déjà, merci de me passer la parole. Je dis d'abord tous mes amitiés et une heureuse bonne année à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Canal 2 Info. Salut à Henri Diabaté que je retrouve avec beaucoup de satisfaction. Cette fois-ci sur un plateau. Bonne année mon frère. Je dirais, comme j'ai l'habitude de le dire, ils ont raison. Ils font bien d'y rester câblés sur Canal 2 Info. Et pour votre question, je dirais que je suis issu de la royauté du royaume Banka. Donc le titre naturel que nous avons là-bas. Et Henri Diabaté l'a dit en off, on m'appelle son Altesse Prince Aristide Ngekam parce que je suis descendant du royaume des Banka. Exactement. Donc, vous avez tout compris. Il a fait cette présentation lui-même. Et à ma gauche, c'est aussi quelqu'un, je crois qu'il est de gauche idéologiquement. Il s'appelle, et vous connaissez très bien, c'est Henri Diabaté Mandeng. Il est journaliste et chercheur. Et d'autres posent la question, qu'est-ce qu'il est toujours en train de chercher et qu'est-ce qu'il a déjà trouvé depuis? Soyez les bienvenus, Henri. Ah, merci Elise. J'ai cru entendre Will Smith. Oui, ça arrive, c'est pas grave. C'est un grand plaisir de m'avoir invité. Je salue le prince Aristide Ngekam. Lui au moins connaît ses origines. Moi, les miennes se perdent quelque part au cœur de l'Afrique. J'espère les retrouver un jour. Ok, donc vous êtes panafricaniste? Ah oui. D'accord, vous êtes panafricaniste, c'est bien. Et puis idéologiquement à gauche? Oui, c'est vrai, c'est curieux quand même. Dans ma famille est ouvertement de droite. Ma famille a toujours été dans tous les mouvements de la droite, est très conformiste et tout, mais moi... Catholique ou protestant? Protestant par ma mère, catholique par mon père, mais mon père c'est quelqu'un qui a été très attaché aux valeurs traditionnelles, qui était un fonctionnaire de l'État colonial, donc il est resté un homme ouvertement de droite. Mais moi, je suis un homme de gauche formé par les trotskistes, marxistes-léninistes. Je n'ai pas viré Makuti, je reste toujours fidèle à l'union de la gauche. Je sais que s'il n'y a que des valeurs de gauche pour sauver des Africains comme nous. Vous pensez, et puis on va rester, et puis maintenant, économiquement, vous êtes toujours de gauche ou vous êtes un peu socio-démocrate, un peu de la droite? Non, mais avec le temps, j'ai compris que l'Afrique, l'intérêt de l'Afrique, c'est là où je dois aller. Donc, ça n'a plus rien à voir avec la gauche et la droite. Mars, pour nous, c'est dépassé. Il faut... comment? Il faut arrêter votre téléphone, il faut amener Mars. Il faut, il faut adapter Mars à la réalité africaine de l'heure. Donc, c'est pourquoi je me suis dit, les questions de gauche, de droite, c'est fini. C'est d'abord l'intérêt de l'Afrique. D'abord, l'intérêt de l'Afrique. On va aussi, quand on parle de l'intérêt de l'Afrique, on parle de l'intérêt du Cameroun. Vous avez tout suivi et dans l'édition du Cameroun Tribune de vendredi, si je ne me trompe pas, on a parlé du retrait du géant minier Rio Tinto de Alucam. Et est-ce que c'est une bonne nouvelle? Et au même moment où le président parle de la résilience et puis de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Si le Cameroun veut devenir un pays émergent, il faut des industries lourdes, si je ne me trompe pas. Alors, Prince Aristide Ngekam, alors, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que
le retrait de Rio Tinto, est-ce que c'est parce que il y a eu quelques bisbilles avec le gouvernement camerounais, ou est-ce que c'est parce que Rio Tinto, comme Glencore en Zambie et dans d'autres pays, il y a la chute vertigineuse des prix de matières premières? Qu'est-ce que vous avez un peu essayé de fouiner pour en savoir? Écoutez, Will Smith, déjà à l'annonce dont vous faites référence avec Cameroun Tribune de vendredi, je dirais que Cameroun Tribune est un tout petit peu en retard, ou alors Cameroun Tribune a voulu faire du réchauffé pour dire voilà une entreprise qui se met, qui n'a pas de repreneur. De mémoire de journaliste, il faut restituer un peu les faits. C'est pratiquement courant septembre 2014 que le groupe Rio Tinto avait annoncé son départ du Cameroun via l'entreprise Alucam, qui est une entreprise à l'époque d'actionnariat majorité camerounaise, mais qui, lors de l'entrée de l'actionnariat de Rio Tinto, qui était pratiquement à plus de 51%. Donc Rio Tinto, à cette époque-là, a annoncé son départ du Cameroun pour le 31 décembre 2015. Et de ce fait, avait pris l'engagement, c'est-à-dire pas un engagement tacite, c'est-à-dire c'est un engagement volontaire d'accompagner le Cameroun pour la recherche d'un repreneur. C'est-à-dire pour que dès son départ, pour que le Cameroun puisse avoir un repreneur qui puisse continuer à faire la promotion industrielle de cette entreprise chère au Cameroun qu'est Alucam. Mais encore de mois de journaliste, courant février 2015, personnellement, j'ai essayé de contacter les responsables de la communication, que ce soit d'Alucam et de Rio Tinto. Parce que lorsque le communiqué sanctionnant le départ de Rio Tinto au Cameroun était pratiquement muet, c'est-à-dire quand je dis muet, c'est que nous partons du Cameroun, voici les références. Pour ceux qui voulaient avoir plus d'informations, voilà les contacts du responsable de la communication de la CLUCAM et notamment de celui de Rio Tinto. Plus rien. Donc lorsque vous essayez de contacter ces porte-paroles, entre guillemets, de ces différentes entreprises, du côté du Cameroun, puisque ça nous concerne et puisqu'on en parle, on vous dit clairement, nous sommes à la recherche d'un repreneur, nous ne l'avons pas encore eu. Alors, il était question, ce qui est ambigu, c'est qu'il était question que dès courant fin 31 décembre 2014 à l'époque, que notamment le 1er janvier 2015, qu'il y ait déjà un repreneur. Parce que lorsqu'une entreprise part de votre actionnariat, elle vous donne le temps, tout au moins. C'est-à-dire, c'est comme un bailleur et son locataire. C'est-à-dire, le bailleur vous dit, je n'ai plus besoin de vous. Il vous avertit tout au moins 6 mois ou 3 mois avant pour que vous essayez de trouver une autre maison. Donc, voilà ce qui s'est passé concrètement. Mais jusqu'en juin 2015, l'entreprise Alucam n'avait pas toujours un repreneur. Et du coup, l'appel d'offres a été ouvertement lancé pour la recherche d'un repreneur. Jusqu'aujourd'hui, toujours rien. Mais maintenant, toujours rien. Oui. Mais maintenant, est-ce qu'il s'agit... vous savez, c'est une entreprise qui demande... qui ouvre son actionnariat pour dire, venez, nous sommes à 51%. Plus de 51%. Oui. Ça voudrait dire que l'entreprise est pratiquement à un genou au sol. Mais je reste dans votre fil et je reste toujours avec vous. Est-ce que le retrait de Rio Tinto n'a pas été encouragé par le fait qu'il y a un problème d'approvisionnement de l'énergie? Exact. Vous savez, il faut déjà rappeler aux téléspectateurs que l'entreprise Alucam, c'est une très grosse entreprise qui est, quand je dirais, chère au Cameroun, même sur le plan énergétique. Vous savez, pratiquement toute l'énergie qui est puisée produite notamment par Eneo, que ce soit par Son Lolo et Eneo, ainsi tu trouves un réservoir important au niveau d'Alucam. Donc c'est une entreprise qui est très chère au Cameroun, très chère, c'est pratiquement les premières entreprises dont le Cameroun était fier à l'époque, que ce soit à l'époque d'Aïdjo et par après à Paul Biya. Donc je pense qu'au-delà du problème de management, je vais attaquer le problème du management parce qu'il faut noter que nous avons eu un directeur général qui a pratiquement fait plus de 30 ans là-bas, qui est Titi Mayaka, qui est à la retraite. Oui. Gardez, je ne veux pas vous interrompre parce que je voudrais un peu que vous allez revenir sur le problème de management, le problème de Titi Mayaka, mais je voudrais que votre collègue, qui est notre collègue qui est sur le plateau, Henri Diabaté, puisse nous dire quelque chose, parce que vous avez dit qu'ils sont à hauteur de 50%, 51%. Vous avez pris plus de 50%. Oui, donc pratiquement l'entreprise
les Canadiens à cette époque-là contrôlaient. C'est actionnaire majoritaire. Bon, maintenant, monsieur Henri Diabaté, vous avez un peu suivi la présentation bien fouillée de Prince Aristide Gaga. C'est très bien. Hein? Votre réputation, je trouve que c'est vrai. On m'a dit que vous avez très bien enquêté. Et vous avez un journal Forum Libre. Forum Libre. Bon, on va reparler. Est-ce que vous pensez donc que à l'UQAM peut devenir un peu l'équivalent de l'Eurobond, parce que l'Eurobond a réussi pour le Ghana, a réussi pour le Gabon, mais pour le Cameroun, ça a été un échec cuisant, même si le directeur général de, je crois, Société Générale veut un peu refuser en disant que c'était un succès. Est-ce que vous pensez que à l'UQAM, personne ne veut, vous avez su, depuis que Rio Tinto a annoncé sa retraite, personne ne veut prendre à l'UQAM? Est-ce que ça serait aussi comme Eurobond dont personne n'en veut? Non, mais je ne pense pas. C'est qu'il y a un problème qui est à l'UQAM, c'est quand même la poule aux œufs d'or. C'est la plus grosse industrie, c'est le fleuron de l'industrie au Cameroun. Et quand les gars de Rio Tinto Alcan, c'est quand même un mastodonte mondial. C'est-à-dire que c'est l'un des plus gros mastodontes dans le domaine. Donc, il faut dire, quand il venait au Cameroun, c'est qu'il y a un gros mensonge, il y a quelque chose, il y a une sorte de mal-donne. Gros mensonge de la part de qui? C'est-à-dire qu'il faut qu'on nous dise la vérité. En fait, les gens de Rio Tinto venaient au Cameroun parce qu'ils calculaient quelque chose. Ils savaient qu'il y avait le problème énergétique qui se posait, que la capacité d'extension dans l'UQAM était tributaire, était conditionnée par l'offre énergétique. C'est-à-dire que pour atteindre 300 000 tonnes, une usine de 300 000 tonnes, il fallait nécessairement mettre en marche les barrages, mettre en marche en eau le barrage de Nachigal, le barrage de Sombengue. Donc, c'était clair que sur l'apport énergétique devait être suffisant. Alors, quand ils venaient, ils le savaient. Et d'ailleurs, quand ils sont arrivés, ils ont promis de faire un investissement de 2500 milliards pour essayer de mettre en place des barrages de Son Loulou, de Mbébé Kikot et le barrage de Sombengue sur la Sanaga. Donc, les 3 barrages de Nachigal sur la Sanaga, de Mbébé Kikot sur la Sanaga et de Sombengue. Donc, les 3, 2500 milliards. Malheureusement, quand ils arrivent au Cameroun, quelques jours plus tard, eux, ils avaient racheté les droits du groupe Péchiné, le groupe français Péchiné, à l'UQAM, qui était propriétaire d'Alucam. Et maintenant, quand ils arrivent au Cameroun, ils sont surpris. Ils sont surpris de constater que, Péchiné qui tirait son alumine gratis, parce qu'il faut comprendre que l'alumine d'Alucam venait de l'usine de Péchiné en Guinée, donc c'était gratos. Mais là, on leur a dit que quand vous allez venir, il y aura l'exploitation de l'alumine, des mines. Vous savez que l'alumine s'obtient à base d'électrolyse de la bauxite. Donc les mines de Fongo Tongo, de Mini Martap et de Gaoundal vont entrer en exploitation. Une minute. Parce que vous savez que beaucoup de nos téléspectateurs ne connaissent pas la géographie du Cameroun. Comment ça? Oui, parce que ce n'est pas seulement les Camerounais qui vous suivent, voilà. Il y a des gens qui suivent. Donc Fongo Tongo, c'est à l'ouest du Cameroun, à Tchang, chez mes beaux-frères à Tchang. Vous avez les mines de Mini Martap et de Gaoundal, elles allaient rentrer en exploitation. Mais malheureusement, elles ne sont pas dans la région de la Damawa. Elles ne sont pas rentrées en exploitation. Et de plus, fait grave, lorsqu'on attribue le marché, eux, ils savaient c'est eux qui allaient construire les centrales, les barrages hydroélectriques de Nachigal, de Sombengue. C'est plutôt EDF qui gagne le marché. Et puis parce qu'eux, ils ont gardé au rang de, on appelle ça directeur non exécutif, Anne Lauvergeon, qui avait dirigé Areva au Niger. Elle était actionnaire du groupe... Non, elle est actionnaire du Rio Tinto. Rio Tinto, oui. C'était parce qu'il fallait garder un cadre péchiné dans l'affaire pour prendre le marché de la construction de Nachigal, du barrage de Nachigal, de Sombengue. Mais malheureusement, EDF est arrivé. EDF a raflé la mise devant les gens de Rio Tinto. Or, Rio Tinto a tellement a des problèmes de rentabilité partout dans le monde.
le groupe a de véritables problèmes de rentabilité. Ils se sont dit dans leur dernier conseil d'administration qu'ils vont juste investir à Kitimat en Nouvelle-Colombie. Dans leur site de la Nouvelle-Colombie, c'est le seul endroit où ils vont investir. Le reste là, ils vont jouer au maintien, comme on dit au Cameroun. Ils vont fermer certaines usines au Canada, en France, un peu partout, les fermer des usines qui ne sont pas rentables. L'histoire de regagner un peu de rentabilité, d'avoir un peu de souffle, parce qu'ils ont pris beaucoup d'argent sur le marché international des capitaux. Ce qui fait qu'au Cameroun, ils ne se voyaient plus pour investir. Pour contrôler à l'UQAM, il faut faire des investissements faramineux et ils n'ont plus cet argent. Alors, ils sont obligés de s'en aller. Oui, mais vous avez dit quelque part, ils ont cru que c'est eux qui devaient construire des barrages. Oui, c'est eux qui devaient construire les barrages. Il y avait une sorte de gentleman agreement. Voilà, mais c'est un agreement, gentleman agreement avec le gouvernement camerounais. Avec le gouvernement camerounais. Ça n'était pas écrit, mais c'était un gentleman agreement, c'est-à-dire que ceci expliquant cela, il s'était dit que, en injectant 2500 milliards, on peut faire ceci, on peut faire cela. Bon, mais les autorités camerounaises, à un moment, ont fait jouer une clause de souveraineté. C'est-à-dire, je ne suis pas un laudateur, quelqu'un qui glorifie les autorités camerounaises. Mais là, au moins, j'ai appuyé les autorités camerounaises. Parce mais comment tu peux... les autorités camerounaises ont joué sur une clause de souveraineté qui est très importante. Mais comment tu peux louer les autorités camerounaises quand ils donnent le marché à EDF? Non, c'est contradictoire. Non, c'est pas contradictoire. Le Cameroun a cherché le meilleur exploitant dans les meilleures conditions. Et ça n'a pas plu à Rio Tinto. Tout comme, souvenez-vous, pour AES Sonel. C'est la même chose. Pour AES Sonel, les Américains de IEF Corporation, il a suffi que l'État crée une société de transport d'énergie électrique. En 2011, les gens ont décidé de s'en aller. Ils ont vendu leurs actifs à Actis parce qu'eux, ils voulaient créer cette société. Ils voulaient continuer d'assumer les tâches de transport de l'énergie électrique et le gouvernement du Cameroun a refusé. Alors, ça leur a déplu. Alors, ils ont décidé de s'en aller. Je pense que c'est la même chose pour Rio Tinto. Ils se disent, ils ne vont pas investir de l'argent pour rien. Actuellement, surtout que leurs finances sont exsangues, sont assez fragiles. Donc, ils se sont dit, autant rester calme et attendre. Autant rester calme et attendre. Je me retourne vers vous, Prince Aristide. Est-ce que vous ne trouvez pas que Rio Tinto a une certaine meilleure manière, perspective de regarder les choses? Est-ce que vous trouvez un peu juste? Vous ne voyez pas que eux, ils ont bien vu la chose, qu'ils ont été un peu roulés dans la farine par les autorités camerounaises? Ben écoutez, j'allais dire qu'il y a eu, entre guillemets, tromperie sur la marchandise au niveau du Cameroun. Le Cameroun a menti. Sur la marchandise. Vous savez, lorsque vous venez reprendre une activité, une entreprise, on vous fait une sorte de synopsis, de fiche technique pour cette entreprise. C'est à l'issue de la présentation de la fiche technique et de la visite, de votre visite, parce qu'on ne prend pas une entreprise comme ça. Oui, c'est la question que je voulais vous poser. Si même si le Cameroun a menti, ils ont quand même des experts qui ont fait une contre-expertise. Une contre-expertise. Je vous dis, je m'explique. Oui. C'est-à-dire, Henri a dit une chose qui est fondamentale. C'est-à-dire, lorsque c'est-à-dire, il y a des règles non écrites en négociation, dans la négociation. C'est-à-dire, on vous dit, voilà ce que nous avons à côté, voilà ce que vous pouvez gagner. Et du coup, vous, en homme d'affaires avisé, vous dites, si ces gars m'ont appelé, si ces gars ont accepté que je vienne reprendre cette activité, ça voudrait dire que pour toutes les activités qui sont environnantes, je peux le prendre et pour faire de l'argent, pour essayer de combler, rentrer tout au moins dans mes frais. Mais ce qu'il faut noter, grosso modo, c'est que Rio Tinto est parti parce qu'elle n'a pas trouvé son compte. Comme AES Corp, c'est clair. Comme AES Corp a foutu le camp, parce que ses intérêts, il ne trouvait plus ses intérêts dans tous les cas et a préféré céder le truc au fond d'Actis. Mais ce qu'il faut noter ici et tirer comme leçon dans ce type d'activité, c'est que nos gouvernants, c'est-à-dire à l'UQAM, dans tous les cas, arrivent à cette situation parce qu'elle a, entre guillemets, été mal gérée. Nous avons eu des directeurs généraux là-bas qui pratiquement ont fait de ce bureau, le bureau de la gestion générale et du management total de l'UQAM, comme leur chambre. Donnez-nous alors l'exemple. Vous avez, par exemple, vous avez Titi Mayaka, oui. Qui a, avant d'aller en retraite, parce que c'est rare, avant d'aller en retraite, ce monsieur ne marchait pratiquement plus. Ça, je vous dis la vérité. C'est-à-dire, il a été directeur général là-bas et les gens ont toujours cru que l'entreprise marchait. Vous savez, c'est un peu comme le chantier naval. C'est-à-dire, vous avez une entreprise, les gens ont l'impression que cette entreprise marche, alors qu'en réalité, elle ne marche pas. Alors qu'en réalité, elle ne marche pas. Excusez-moi, pardon. Je voulais que vous me dites un peu, quand vous dites un peu comme les chantiers navals, vous voulez nous dire que
la gestion de M. Fonjindam. Fonjindam. C'était aussi une marchande d'illusions. Il donnait une illusion que ça marchait. Vous savez, il y a une chose en matière de finance. Il y a une chose en matière de finance et de gestion de société. C'est-à-dire, vous avez une entreprise. Quand vous dites, j'ai gagné, vous avez le capital. Vous avez un capital pratiquement je prends un test de 100 francs. De 100 francs. Vous avez des bénéfices. C'est-à-dire, vous investissez 200 francs. Vous avez des bénéfices de 10 francs chaque année. C'est-à-dire, vous avez des bénéfices de 10 francs. Chaque année, vous avez 10 francs. Chaque année, vous avez 10 francs. Vous faites de la communication pour dire, je gagne de l'argent, mais vous ne dites pas aux gens combien vous investissez, combien de dettes vous avez contractées. Ça, c'est ça en réalité. Et le jour qu'il y a un dépôt de bilan, c'est-à-dire le jour où l'activité s'arrête et quand on arrive à faire un check-up, on trouve en réalité que vous êtes endetté. C'est-à-dire, ça ne voudrait pas dire que les entreprises ne doivent pas s'endetter pour gagner de l'argent. Mais au finish, lorsqu'on fait un check-up normal, en réalité, vous ne gagnez pas de l'argent comme vous le pensez. Donc ça, c'est le cas de chantier naval. Ça, c'est le cas du chantier naval. D'accord. Ça, c'est le cas. Ça ne voudrait pas dire que Fonjindam était un mauvais manager. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui avait une vision. Comparativement maintenant à ceux qui l'ont remplacé, c'est le pire total. C'est-à-dire, nous sommes pratiquement, excusez-moi le terme, dans un déluge. Parce que l'entreprise ne fonctionne pas en réalité. C'est le paradoxe camerounais. Voilà. Il avait des visions, mais il est en prison. Voilà, exactement. On sait pourquoi il est en prison. On sait pourquoi il est en prison. Parce que voilà quelqu'un qui est allé pour faire un break, voilà quelqu'un qui est allé chercher de l'argent, qui a eu l'expertise d'aller chercher de l'argent pour venir investir. C'est-à-dire, il y a des investisseurs qui ont cru en lui. Et des gens ont vu des milliards arriver. Ils ont cru que c'était facile d'aller chercher et que la gestion était une autre chose. Ils ont cru que les milliards que Fonjindam allait chercher entraient forcément dans les poches de Fonjindam. Que non, ces milliards étaient pour relancer concrètement l'entreprise. Maintenant, pour revenir au niveau de la Lucam, je dirais que les gens ont longtemps cru que cette entreprise marchait normalement. Si l'entreprise marche normalement, vous n'avez pas besoin d'aller chercher les gens pour venir vous aider à le faire. Mais maintenant, comme c'est une spécificité, comme c'est une entreprise qui a des spécificités qu'on trouve par ailleurs, il faut une expertise internationale. Henri a parlé du groupe Péchinette qui avait cette entreprise. Pourquoi le groupe Péchinette part? Si vous gagnez de l'argent, vous ne partez pas. Oui. Ça, c'est une raison. Lorsque vous gagnez de l'argent, vous ne partez pas. Mais dites-nous un peu, Péchinette est parti pourquoi? Péchinette est parti parce que, au sein du gouvernement, au sein de l'appareil de l'État du Cameroun, je ne dirais pas du président Biya, je parlerai de ses collaborateurs. Vous avez des gens qui avaient une sorte de règle non écrite entre les dirigeants. Vous savez, lorsque vous êtes habitué de donner des rétrocommissions aux gens, à un moment, vous êtes exacerbé. C'est-à-dire, lorsque vous ne gagnez plus de l'argent. Henri a parlé des questions des ressources de matières premières et autres. Lorsque vous avez épuisé totalement des ressources en question et que vous ne vous trouvez plus dans l'obligation de donner quelque chose à quelqu'un ou alors des royalties à quelqu'un, et du coup, vous fichez le camp. Maintenant, quand Rio Tinto arrive, on présente une autre chose à Rio Tinto et les experts de Rio Tinto trouvent que il y a de la matière à exploiter au niveau du Cameroun. Henri a parlé, il a dit une chose qui est très fondamentale. L'exploitation des mines, que ce soit des fonds qui ne marchent pas déjà, qui n'ont pas encore trouvé leur décollage. Et vous verrez, lorsque vous allez dans le budget d'investissement public, des différents, que ce soit depuis 2013 pratiquement, vous verrez toujours qu'il y a des fonds alloués. C'est-à-dire études. Et ces fonds-là vont où? Et c'est à hauteur de milliards de francs, Will Smith. Donc ça va dans les poches des ministres et tout ça. C'est une grosse vache à lait. Je vais vous dire un truc. Je l'ai souvent dit sur le plateau du bilan. Si vous allez sur le budget d'investissement public de 2013, de 2014 autant pour moi, vous allez voir études d'une station éolienne dans le département de Bamboutos. 1 milliard. Station éolienne. 1 milliard. J'ai dit études, 1 milliard. Faites notamment, nous ne sommes plus dans un monde qui est villageois, c'est-à-dire vous pouvez aller sur Internet, vous tapez, vous renseignez. Je voulais vous poser une question. Est-ce que il y a des dirigeants, vous ne voyez-vous pas qu'il y a des dirigeants au Cameroun qui n'ont pas voulu que Rio Tinto puisse exploiter les mines au Cameroun, mais importer de ces mines de l'extérieur du Cameroun pour avoir de l'argent, un peu comme ça se passe au Nigeria. On ne veut pas que les raffineries marchent parce qu'on veut importer du fuel au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Puisque ça donne de l'argent. Dans tous les cas, puisque ça donne de l'argent. Je dirais, Henri a dit une chose en saluant le gouvernement du Cameroun, ou alors les hommes qui composent ce gouvernement, en disant que
Le gouvernement du Cameroun a eu l'intelligence de donner cette partie du marché à EDF, mais allez savoir pourquoi. Allez savoir pourquoi. Est-ce que c'est gratuit? Dis-nous un peu, est-ce que comme vous faites des enquêtes, ils ont donné à EDF pourquoi? C'est parce que la France... Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est gratuit? Allez savoir pourquoi. Dans tous les cas, je vous dirais ici que ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. Et Rio Tinto a perçu directement qu'il n'allait pas faire grand-chose. Il n'allait pas faire, dans tous les cas, en matière de business avec le Cameroun, il n'allait pas faire grand-chose et a filé en douce. Et le communiqué de Rio Tinto m'a plu. C'est-à-dire qu'ils sont restés, comme on dit, au quartier sport. Ils sont restés des gentlemen. Parce que lorsque vous allez, vous lisez des différents courriers, ils vous disent non, nous sommes partis parce que, bon, vraiment, nous avons autre chose à faire sur le plan international, et tout. Mais ils sont restés un peu dans la clause du secret. C'est-à-dire dans la clause du secret en disant, bon, nous n'allons pas tout dire tout de go ce que nous avons vécu ici, mais retenons que ces gars ont compris qu'ils ne pouvaient pas gagner de l'argent ici et que l'entreprise, en l'état où elle est, ne produit pas de l'argent. Et qu'il faut beaucoup investir, même si vous voulez gagner de l'argent. Il faut beaucoup investir pour gagner de l'argent, peut-être d'ici 30 ans et 40 ans. Et cette entreprise n'est pas prête aujourd'hui à investir beaucoup d'argent pour attendre peut-être 30 ans et 40 ans. Et c'est là où j'interroge, si cette entreprise est suffisamment rentable, pourquoi ne pas lancer les emprunts obligataires? Pourquoi ne pas lancer les emprunts obligataires pour appeler au financement de cette entreprise pour qu'enfin puisse décoller? D'accord. Je vais vous poser la question, est-ce que Rio Tinto, oui, le Cameroun, visiblement quand il parle, ça veut dire que peut-être Rio Tinto a été victime d'une certaine chantage ou rétrocommission demandée par des autorités camerounaises qui sont un peu plus voraces, qui demandent trop et puis ils sont partis, peut-être. Hein. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi parce qu'il y a cette chute des prix des matières premières dans le monde? Nous avons vu un peu ce qui se passe en Zambie avec Glencore et les autres, que le prix du cuivre a déjà perdu peut-être 70% de sa valeur. Est-ce que ce n'est pas aussi ça qui a un peu fait de Rio Tinto de se retirer d'Alucam? Bon, il faut dire, c'est un problème de fond. C'est un peu différent avec le problème de la Zambie. Le problème que Glencore a eu, c'est assez différent. Au Cameroun, ils sont venus... la première raison qu'ils avaient, c'est qu'ils sont venus, le principe, c'était d'exporter le produit, le métal. Or, le Cameroun voulait transformer le métal sur place. L'objectif des pouvoirs publics, c'était qu'à l'UQAM arrive à transformer le métal sur place, créer de la valeur ajoutée pour l'exportation. Eux ne voulaient pas, ils voulaient qu'on vende le métal brut. Oui, mais le problème, c'est que les mines sont loin. Pour aller voir ces mines et transformer, il faut réinvestir pour construire des chemins de fer pour aller à l'ouest. Le problème véritable aussi, c'est qu'ils sont tombés dans le panneau de Péchiné. C'est-à-dire que Péchiné, lui, il a compris qu'avec les problèmes que connaissait la Guinée, le Péchiné ne pouvait plus exploiter son usine de Fria, ses usines de Fria et de Kindia, qui lui fournissaient de l'alumine à un taux faible. Donc aujourd'hui, aller acheter de l'alumine sur le marché mondial, c'est incroyable. Et ensuite, exploiter les différents sites d'exploitation au Cameroun, cela coûterait encore beaucoup d'argent. Or, beaucoup de fonds de pension, c'est-à-dire des fonds spéculatifs. Les fonds spéculatifs, c'est sur des périodes très courtes, c'est 10 ans. C'est 10 ans à maturité. Ça fait que vous ne pouvez pas escompter. Après 10 ans, les gens vont vous demander leur argent. Donc, vous ne pouvez pas... Or, ce sont des investissements à long terme. À long terme, sur 30 ans, 40 ans, qu'ils veulent avoir des bénéfices sur 30 ans, sur 40 ans. Ça fait véritablement le problème pour Rio Tinto. Or, donc, Rio Tinto a dit... il y a un problème de principe. Il y avait ce problème d'objectif qui était différent. Le Cameroun, lui, voulait ceci. Ils n'étaient pas d'accord. Deuxièmement, il y a ce problème qui est assez important. Pourquoi Alucam donne de l'argent? C'est aussi une volonté. C'est Aristide qui a parlé des émissions, de la bourse, de l'alternative. Pourquoi? Moi, j'aime bien Lazard. Je suis d'accord. Lazard, c'est une bonne banque. C'est une banque qui a démontré son savoir-faire, son expertise, sa compétence sur le marché banquier mondial. Mais le problème qui se pose, on a la bourse ici chez nous.
Pourquoi ne pas actionner les mécanismes boursiers? Pourquoi ne pas actionner les mécanismes boursiers et aller chercher 500 milliards? Plein de Camerounais ont de l'argent. Les banques sont hyper liquides, les assurances sont hyper liquides chez nous. On peut aller retraiter ces fonds à la bourse et aller chercher de l'argent à la bourse. Mais le Cameroun n'est pas attractif. Non, on le a Cameroun est attractif. Non, c'est différent. C'est très différent. Sous-souscription. C'est très différent. Sur le marché local, il y a de l'argent. Les banques sont hyper liquides. Si on retraite cet argent dans une usine, dans une société comme à l'UQAM, qui par nationalisme d'abord, on met de l'argent dans l'UQAM, cela va marcher. Mais le problème qui se pose chez nous, les entreprises, on a peur d'aller en bourse parce qu'il faut de la transparence. Il n'y aura plus de président du conseil d'administration, c'est fini. Donc les jetons de présence, là, vous ne les aurez plus. Et maintenant, l'État ne pourra plus venir prendre de l'argent à n'importe quel moment où on va vous dire que Trésor, comment ils appellent ça, la primauté du Trésor, on va venir, non, donnez-nous l'argent, on veut l'argent. Non, c'est fini. Ça va, il y aura des actionnaires qui vont... Parce que tous ceux qui vont mettre 1000 francs, 10 000 francs, qui vont acheter des actions, auront le droit, ils auront la bonne information, ils vont savoir comment l'entreprise marche. Mais comme le gouvernement aussi chez nous a peur de la vérité, il a peur de la transparence. Parce que la transparence tue toute corruption, alors on ne veut pas, on préfère aller chercher un repreneur sur le marché international. On a vu des exemples qui sont nombreux, qui font légion. Le repreneur technique n'est pas souvent le repreneur financier. Exact. Et on peut avoir un pool de banque, un pool financier qui met de l'argent et on a un repreneur. C'est le pool financier qui va chercher le repreneur technique en disant voilà, nous on a le truc, on a le bidule, toi viens parce que toi tu as l'expertise, on te paye en fonction de la cash. C'est comme ça que cela se passe dans les pays où les gens aiment leur pays. Dans les Camerounais ou le gouvernement camerounais, contrairement à ce que tu as dit, qu'ils étaient bons, ils n'aiment pas leur pays? Non, le problème véritable ici, c'est que ce qui a effrayé Rio Tinto, de toute évidence, c'est le fait que l'État du Cameroun ait choisi un autre opérateur pour réaliser les barrages hydroélectriques de Sombengue, de Mbébé Kikot et de Nachigal. C'est ça qui a effrayé les gars. Ils ont su qu'ils n'auront plus la contrepartie financière. Bon, je vais vous poser une dernière question avant de donner la parole à Aristide. Vous dites que les banques locaux peuvent participer. Mais vous ne pensez pas que les pools de banques ici, s'ils vont créer un pool de banques pour financer ce projet, auront peur que, vu la chute des matières premières sur le marché mondial, ça serait un investissement que le retour serait difficile à en avoir? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que à l'UQAM, c'est quand même le fleuron de l'industrie au Cameroun. En Afrique centrale, il n'y a pas une autre entreprise comme à l'UQAM. À l'UQAM peut créer, transformer sur place des produits à forte valeur ajoutée et qui peuvent donner beaucoup d'argent pour le marché de la SEMAC. Le marché de la SEMAC, c'est près de 40 millions de personnes. On a un mastodonte, le Nigeria, qui est à côté. Donc, on est capable, en créant un potentiel industriel et commercial, vous voyez Douala, qui est la métropole économique de la zone centrale, lové au cœur du golfe de Guinée, vous avez le port de Kribi qui est à côté, juste à 100 km de DEA. Il est clair qu'avec les travaux d'extension de l'usine à l'UQAM qui vont tripler sa capacité à 300 000 tonnes, il est clair qu'à l'UQAM devient un mastodonte en Afrique dans le domaine de la sidérurgie, de l'alumine. Et maintenant, ce qui est aussi malsain dans le dossier que le Cameroun a confié à la Banque Lazare, c'est qu'on nous dit, c'est tellement, ils font un blackout total sur les clauses. Ils ne nous disent pas. Ils ont d'abord confié le mandat de combien de temps à la Banque Lazare. Parce que tout ça, si le temps passe après 6 mois, vous devez renouveler, vous devez encore payer. Si ce n'est pas Lazare, parce que les gars vous pouvez leur signer ça après 6 mois, ils ne font rien. Vous êtes encore obligé d'aller reprendre une autre banque. Il y a ça. Deuxièmement, on ne nous dit pas. Celui qui va venir, il va s'occuper de la bauxite, de l'alumine, de l'aluminium. Que va-t-il faire? Le projet électricité, que va-t-il? On ne nous dit pas, c'est un blackout total, tout le monde se cache. On nous dit seulement qu'on a donné à la Banque Lazare. Et comme nous, on nous interdit de parler dans les conférences officielles, parce qu'une fois qu'on met nos noms, on va enlever, parce que nous, on va poser les questions qui fâchent. Donc, vous allez poser. Donc, ça veut dire que le gouvernement camerounais n'aime pas la transparence.
Je ne dis pas qu'il n'aime pas la transparence, Bah mais oui, dans qu'est-ce que le vous cas voulez dire? précis, Mais qu'est-ce que vous dans voulez le dire? cas Le président précis, Henri, ne fait Bon. pas. Dans le cas- Et voilà. Je n'accepterai pas ici. dans le Oui, cas faire la précis, langue je de bois. trouve Oui. qu'il ne... Attends, Je oui. n'accepterai pas ici qu'Henri puisse faire la langue de bois et qu'il fasse comme d'autres Camerounais qui tentent à défendre le Cameroun et à part après, et j'ai l'habitude de le dire, à part après, le président Biya lui-même sort pour reconnaître des torts. Vous avez vu, j'ai suivi avec beaucoup d'amertume certains confrères aller sur les plateaux de télévision, essayer de défendre le classement du Cameroun avec de Transparency International, essayer de défendre tout au moins aussi le classement qui avait été attribué à la police camerounaise. C'est-à-dire ils ont investi pratiquement tous les plateaux de télévision pour dire non, Transparency n'a pas raison de dire que la police est le premier corrompu, patati patata, que le président de la République sort le 31 décembre pour donner caution à tous ces organismes de notation pour dire ces gars-là ont raison de le faire, je reconnais Que travail. la police Et camerounaise est corrompue, tout est corrompu. ce sont des réalités que Donc nous ça veut vivons. dire quelque part, Prince Aristide, que nous, les journalistes camerounais, nous sommes corrompus. Parce que si les journalistes peuvent venir sur un plateau, contester que c'est un pays plus corrompu ou deuxième corrompu du monde, refuser le classement, Mais écoutez, refuser souvent- que la police n'est pas écoutez, corrompue. J'ai souvent ça- envie de leur dire qu'ils ça- vivent soit en Gambie ou à Paris, alors que moi je vis au Cameroun. C'est-à-dire vous vivez des choses... Est-ce que vos collègues, là, on ne les donne pas de l'argent pour venir faire des plateaux? J'aurais appris qu'il y a les plateaux au Cameroun qu'on achète à 2 millions pour venir faire le kilave. J'espère que ce n'est pas ça. Je me dis certainement que soit ils ne travaillent pas beaucoup, soit ils se mettent le voile sur la tête. Bon, allez chercher pourquoi ils se mettent le voile sur la tête. Question posée. Je ne voudrais pas répondre à cette question, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait que les Camerounais fassent très attention. C'est-à-dire, vous avez des défendeurs du président de la République qui viennent sur des plateaux de télévision dire le président de vice-président. Bien après, le président sort pour dire, mais vraiment, Le président les ridiculise. tout ce qu'on dit là, vraiment, c'est vraiment raison. Le président, les gens ont dit non, le climat, vous avez des gens qui viennent au Cameroun dire climat des affaires serein, et tout, ainsi de suite, ainsi de suite. Et qu'après, le président, lors de son discours du 31 décembre, vient nous dire tout ce que ces gens disent, ils ont raison. Ils ont raison. Il faudrait que les gens fassent très attention. Le Cameroun vit un problème de corruption systémique. Le Cameroun vit un problème de corruption systémique. Ici, lorsque vous décidez de faire des affaires au Cameroun, c'est un risque que vous prenez. C'est-à-dire, on a beau dire, on encourage les investisseurs, il faut encourager les intelligences, mais sur le plan pratique, est-ce qu'on le fait? Non. Est-ce qu'on le fait? Non. Il y a une loi qui a été, il y a une histoire qui a été signée récemment et les gens n'en parlent pas beaucoup au niveau des importateurs. À l'époque, est-ce que vous savez que lorsque vous importez une marchandise, vous avez le droit de payer pratiquement les 5% sur les droits de douane. Aujourd'hui, on vous dit qu'ils sont passés pratiquement de 5% à 15, 20, 30%. Mais, savez-vous, tout est fait pour décourager les gens à investir dans ce pays. Mais les gens ne le perçoivent pas. Les gens ne le perçoivent pas. Les gens pensent qu'il y a des gens, peut-être de la diaspora, il y a des gens qui ont des projets, qui ont envie d'investir. Mais lorsqu'ils arrivent sur le terrain et ils se butent aux fonctionnaires, ils comprennent qu'ils n'ont plus rien à faire. Et c'est pratiquement les dessous du problème à l'UQAM. C'est-à-dire, si vous allez dans les contrats non écrits, dans cette affaire, vous allez relever qu'il y a un certain nombre de fonctionnaires pratiquement qui ont des salaires faramineux, entre guillemets, là-bas. Alors qu'ils ne travaillent pas là-bas. D'accord. Je vais vous dire une chose. Il y a pratiquement, je reviens un peu sur le truc de Cameco, où nos gouvernants sont allés signer des conventions avec une entreprise canadienne appelée Camara Aviation pour l'installation de cette compagnie canadienne au Cameroun. Oui. Allez savoir, est-ce que c'était gratuit? Est-ce que c'était gratuit? Il y avait des rétrocommissions peut-être. Et je peux vous rassurer que le Premier ministre chef du gouvernement, lorsqu'il a été au courant par la presse de cette convention qui a été signée, a failli avoir une crise cardiaque. Parce qu'il n'était pas au courant. Et je vais alors vous poser que la ce question. sont ses collaborateurs qui sont allés signer cette convention. Je vous pose la question. C'est ça le Cameroun. Oui, je vous pose une question. Vous êtes courageux. Est-ce que ces gens-là qu'on a soupçonnés dans le deal avec la société Camrail qui veulent tuer Cameco, est-ce qu'ils ont été arrêtés dans l'opération épervier comme on arrête les autres? Non, oui ou non? Attends, je vais vous apporter une ou deux réponses. Vous savez, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec le président Biya. C'est-à-dire, c'est un monsieur qui aime laisser... Il a un système de pourriture exagéré. C'est-à-dire, il laisse pourrir les choses et le jour où il se lève pour sanctionner, excusez-moi le terme, il se fait tard.
il se fait tard. Vous avez pas quand même qu'il arrête tout le personnel politique du RDPC. Non, mais il faut être courageux. Il faut être courageux. Vous savez, le problème du Cameroun, Louis Smith, le problème du Cameroun, c'est quoi? Le problème du Cameroun, c'est que on laisse, vous avez quelqu'un qui commet la faute aujourd'hui, vous le laissez faire, il le fait pendant 10 ans. Et un jour, on l'arrête. Un jour, on l'arrête. Mais on l'arrête toujours, c'est le jour où il veut être contre le président de la République. Non, pas forcément. Je dis pas forcément. Et les gens du RDPC ont l'habitude de dire que la colère du président est lente. Non, mais il faut faire attention. Lorsque quelqu'un fait une faute, il faut le sanctionner. D'accord. Et le Cameroun a une chose. Oui. Le Cameroun a une chose pour revenir sur Ali Kam. Les Camerounais n'ont pas le courage de remettre les choses à plat. Ce pays, on doit avoir le courage de remettre un certain nombre de choses à plat et de recommencer. Et non tout le temps d'essayer de colmater les brèches. C'est comme ça que le Cameroun vit. Et c'est comme ça que nos gouvernants se comportent. C'est-à-dire que ce soit nos ministres et autres. Vous voyez, les gens ne sont pas courageux. Vous avez un ministre qui trouve un problème. Qui a peur de remettre tout le problème à plat et de recommencer. Vous savez pourquoi, quand vous le posez à quelqu'un, il vous dit, mais je ne suis pas sûr de faire 2 ou 3 ans là. Donc, je ne sais pas pourquoi je dois engager un projet donc, il est que là, je ne dois pas suivre. Il vient là pour manger. Et du coup, il a des gens qui lui disent, il faut faire ta part et partir. Et Pour revenir sur le problème d'Alucam, pour revenir sur le problème dans le contexte d'Alucam, il faut dire que c'est une entreprise qui ne produit pas de l'argent. Et que pour produire de l'argent, il faut, à l'état actuel, il faut beaucoup investir. Il faut beaucoup investir. Et j'ai lancé la question des emplois obligatoires que Henri a tout fait de prendre le bon. Mais c'est que si cette entreprise produit exactement de l'argent, qu'on nous prouve le contraire en disant, voilà l'entreprise, voilà comment on peut faire pour que ça gagne de l'argent, et on va aux emplois obligataires. Si c'est une entreprise fiable, les gens vont y mettre de l'argent. Est-ce que vous pensez que c'est le moment propice pour le faire quand tous les prix des matières premières sont en train de tomber? Je ne voudrais pas alarmer nos frères et sœurs qui travaillent au niveau d'Alucam, mais tout ce que je peux souhaiter ici, en relation avec les produits des matières premières qui montent et qui connaissent souvent une fluctuation et aussi une régression, c'est qu'au-delà du management interne de cette entreprise, parce que pourquoi nous en sommes arrivés là? C'est pour ça que j'ai parlé d'un point de management. C'est-à-dire, et vous avez des managers, c'est-à-dire vous gagnez, c'est-à-dire officiellement vous gagnez, je prends toujours l'exemple avec des prix qui sont moins élevés, vous avez officiellement dans une entreprise, chaque année, par exemple, vous gagnez 500 francs. Vous détournez 400 francs, vous laissez 100 francs. Vous présentez 100 francs. Chaque année, vous le faites. Mais vous ne vous rendez pas compte que un jour, le jour où vous n'aurez plus de matières premières et qu'il faille aller dans la bourse des bénéfices que vous avez gagnés depuis pratiquement plus de 30 ans pour réinvestir, vous ne vous rendez pas compte qu'un jour vous aurez ce type de problème. Donc, Alucam était un truc corrompu avec beaucoup de corruption. C'est une entreprise enclin à la mauvaise gestion. Les gens ont toujours pensé que cette entreprise était bien gérée. Et voilà aujourd'hui. Voilà aujourd'hui qu'elle est pratiquement au niveau du dépôt du bilan. Vous pensez qu'on va fermer Alucam ou pas? Je pense qu'il n'y a pas de repreneur. On va fermer. Alucam. Bon, je vais vous poser la même question. En dehors d'Alucam, nous avions les autres investisseurs qui sont ici, les Australiens de Sundance, qui sont dans un projet transfrontalier au Congo et au Cameroun. Est-ce que vous ne pensez pas que Sundance aussi peut se retirer des projets de Mbalam ou bientôt? Mais si c'est mal géré, si les clauses de contrat ne sont pas respectées, si ils sont confrontés toujours au système de backchiche, c'est-à-dire des rétrocommissions, ils partiront. Vous avez vu, je fais un parallèle sur le projet sucrier avec Sugamist au niveau de la construction d'un grand projet sucrier au niveau de l'Est, plus précisément à Batouri, où un ministre, l'ex-ministre de l'Industrie, Emmanuel Bondé, avait pris ce projet en otage. C'est-à-dire le gars qui a apporté cet investissement, Sugamist, qui a apporté ce projet, a été totalement mis à l'écart de ce projet. Heureusement que ce monsieur a eu le courage de saisir la présidente de la République, qui de nos jours est revenue la présidente de la République, qui a essayé tout au moins de trancher le problème, parce que ça ne fait pas 2 semaines, le président de la République, par le truchement du Premier ministre, a demandé que la justice puisse arrêter toutes les procédures judiciaires qui étaient intentées contre ce monsieur. Voilà un monsieur qui avait raison dans un projet, mais la machine administrative, la machine de la corruption a mis ses leviers pour
pour le jeter pratiquement en prison. D'accord. S'il ne s'était pas plaint, s'il n'avait pas les forces de se plaindre, que ce soit par la presse et par d'autres moyens, il serait en prison aujourd'hui et le projet serait galvaudé. D'accord. Et pour faire le parallèle sur le projet sucrier, le Cameroun aujourd'hui produit en moyenne, c'est-à-dire aujourd'hui produit en moyenne près de 130 000 tonnes de sucre par le groupe Villepin, Vilgrain Sosicam, alors que la demande nationale est de 300 000 tonnes. C'est-à-dire qu'il y a un déficit de 170 000 tonnes qu'il faut combler. Mais depuis pratiquement 2006, c'est pour revenir à la corruption. En 2 secondes, Will Smith. Oui, rapidement, c'est pour revenir à la corruption. Depuis pratiquement un an, le Cameroun a suspendu les importations de sucre. Alors que Sosicam n'arrive pas à faire face à la demande locale. Allez savoir pourquoi on a donné le Blaisen à Sosicam de couvrir le marché alors qu'il n'a pas la capacité de le faire. D'accord, mais rapidement, parce que... Oui. Et puis Will Smith, on a Will Smith, c'est-à-dire Sosicam, en dehors de produire ses 130 000 tonnes, lui-même importe le sucre. D'accord, lui-même importe le sucre. Allez savoir pourquoi mais les membres du gouvernement et autres hauts commis de l'État de la présidence. On reviendra faire une émission spéciale, peut-être vendredi sur le problème du secteur sucrier pour conclure notre émission. Est-ce que Rio Tinto, non? Est-ce que c'est la fin d'Alucam et l'ambition industrielle du Cameroun? Parce que là-bas, dans la Sanaga maritime, c'est fini tout ça. Non. Rapidement, parce que... Cameroun, Alucam, c'est un produit, je l'ai dit tantôt, c'est le fleuron de l'industrie au Cameroun. Alucam a des potentialités énormes, conjuguées avec le potentiel minier du Cameroun. Maintenant, le problème, c'est de remettre en selle, c'est le problème énergétique. Il faut à tout prix mettre sur pied les barrages de Nachiga, le barrage de Sombengre, le barrage de Berekikot pour étendre Mais pourquoi ils vont construire les barrages ailleurs? Mais oui, c'est là-bas qu'il y a de l'eau. D'accord. C'est là-bas qu'il y a des retenues. C'est là-bas le cadre propice. Donc, il faut mettre ces barrages sur pied. C'est là où on va étendre à l'UQAM et doper, donc tripler sa production. Et cela va permettre à l'UQAM d'être compétitif sur le marché mondial en transformant ses produits. Merci beaucoup, mes chers invités. Nous avions un peu excédé le temps alloué à cette émission. Je remercie le prince Aristide Ngekam, qui est le directeur de publication de Forum Libre. Et merci aussi à vous, monsieur Henri Diabaté. Vous êtes journaliste et chercheur. À vendredi pour un autre débat économique sur la chaîne bleue, Canal 2 Info.